La police fédérale veut demander la levée du secret bancaire du fonds finançant Dark Horse. La police fédérale souhaite que le FBI, qui est la police fédérale américaine, enquête sur le fonds américain qui a reçu l'argent de Vorcado pour financer le film de Bolsonaro. Tu te rappelles que l'argent est parti aux États-Unis? Donc, cet argent qui a été envoyé là-bas a été transféré à une entreprise appartenant à l'avocat d'Eduardo Bolsonaro. C'est pour cela qu'il y a un soupçon que l'argent ait été destiné à Eduardo. Parce que c'est son avocat qui est le propriétaire de l'entreprise qui a reçu, au final, cet argent du film. Comment la police fédérale fait-elle pour enquêter là-dessus? Elle n'a pas de juridiction aux États-Unis. Donc, elle doit demander l'autorisation et la coopération du gouvernement des États-Unis. C'est la partie la plus difficile de l'histoire. N'est-ce pas? Elle veut lever le secret de cette entreprise pour vérifier si elle a transféré de l'argent à une personne liée à Eduardo Bolsonaro. Je parle de quelqu'un lié car il n'a pas de compte. Comment Eduardo Bolsonaro a-t-il reçu l'argent? Ses comptes sont bloqués, il me semble que ceux de sa femme aussi. Donc, quelqu'un de proche a dû recevoir cet argent pour pouvoir payer ses factures. Eduardo Bolsonaro doit sûrement avoir une carte de crédit au nom de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'a pas de compte bancaire. Il ne peut pas. Tout est bloqué. Il peut aussi avoir un compte bancaire aux États-Unis, car la juridiction brésilienne et l'interdiction pour les Brésiliens ne s'y appliquent pas, non? Il a un compte bancaire américain, et c'est le fait d'avoir reçu cet argent du film, et c'est ce que la police fédérale veut savoir. Ce sera difficile, car on ne peut pas compter sur la collaboration du gouvernement des États-Unis, vu tout ce qui s'y passe, n'est-ce pas? On ne peut donc pas compter sur le gouvernement américain pour aider le Brésil à enquêter sur la famille Bolsonaro. Tu y crois vraiment? Tu crois aussi au Père Noël, au lutin et au lapin de Pâques, non? Parce que oui, le gouvernement américain n'aidera pas, la police fédérale doit faire sa part, c'est-à-dire envoyer la demande et attendre. Mais même la police fédérale n'a pas d'espoir de pouvoir enquêter sur cette partie-là aux États-Unis, justement à cause du manque de collaboration du gouvernement américain. Flavio Bolsonaro demande à la Cour suprême de récuser Moraes dans les dossiers Vorcaro et Master. Il existe une demande de Lindbergh Farias, qui est député fédéral du PT, auprès de la Cour suprême pour enquêter sur l'argent de Vorcaro, afin de savoir si cet argent est arrivé d'une manière ou d'une autre à la famille Bolsonaro. L'affaire est arrivée à Xandon, qui l'a transmise au procureur général de la République, demandant s'il y avait motif d'ouvrir une enquête. Le procureur général de la République va donner son avis, puis Xandon donnera le sien, n'est-ce pas? Et puis Flavio a demandé à retirer Xandon de cette affaire. Pourquoi? À cause de ce contrat de la femme de Xandon avec la Banque Master, ce contrat-là de 129 millions de réais, je crois qu'environ 80 millions ont été payés, quelque chose comme ça. C'est peut-être la première fois de sa vie que Flavio a raison sur quelque chose, parce qu'en fait, la tendance, c'est même qu'Alexandre de Moraes lui-même se déclare suspect. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de cas où la Cour suprême fédérale a déclaré un ministre suspect. Ses pairs ont déclaré un ministre suspect. Cela n'est jamais arrivé. C'est le ministre lui-même qui dit « Non, je suis suspect pour juger cette affaire, je me retire ». Cela vient du ministre lui-même. Cette déclaration de suspicion. Et alors, il est exclu du procès. Donc, avec le contrat qui est public, il est très probable que Xandon va se récuser dès que la demande du procureur général de la République reviendra. Il faut attendre pour voir suivre cette histoire aussi, n'est-ce pas? Le PL a triplé le fonds électoral en 4 ans et Flavio et Lula disposeront de presque un tiers des ressources publiques de la campagne. Le fonds électoral cette année est de 4 milliards 900 millions de réais, disons 5 milliards, arrondissons pour faciliter. 5 milliards. 7 partis détiennent 70% des 5 milliards de réais, 7 partis. Alors ici, tu vois, il y a les campagnes. Ça, c'est en 2022, tu vois. Union Brasil avait 782 millions de réais pour faire campagne. C'était le parti qui avait le plus d'argent. Le deuxième, c'était le PT avec 503 millions. Ensuite, MDB, PSD, PP, PSD. Et là en bas, PL, regarde, 288 millions. Regarde le saut qu'il y a eu. Le PL est monté tout en haut, 881 millions de réais. Pourquoi? À cause des bancs qu'il a élus au Sénat et à la Chambre dans la foulée de l'élection de 2022 où Bolsonaro était candidat, n'est-ce pas? Ils ont élu un énorme groupe parlementaire. Le PT reste le deuxième parti, l'argent a un peu augmenté, 615 millions. Mais le PL a explosé, il a augmenté de plus de 200% par rapport à 2022.
Et il va avoir presque 900 millions de réals à dépenser dans cette campagne. C'est le résultat du fait que les gens ne font pas attention quand ils votent pour les députés, quand ils votent pour les sénateurs, n'est-ce pas? Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des gens sans aucune qualification, des gens incompétents de toutes les manières possibles, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'argent en main, l'argent du fonds partisan. Et puis, tu sais tout ce qui se passe avec cet argent, n'est-ce pas? Tu sais tout ce qui se passe avec cet argent, enfin. Le ticket du PT à São Paulo est déjà fixé, selon Lauro Jardim, du journal O Globo, n'est-ce pas? Il dit ceci, le nom est déjà choisi, regarde. Haddad gouverneur, Márcio França vice-gouverneur, il dit que ce ticket est déjà bouclé. Le problème, c'est que Márcio França a l'intention d'être candidat au Sénat, mais là, il y a un conflit, n'est-ce pas? Parce que Marina Silva et Simone Tebet veulent aussi être candidates au Sénat. Simone Tebet est la seule à avoir sa place garantie. Elle a été désignée par Lula. Et elle est du même parti que Márcio França. França, n'est-ce pas? Donc, s'il se présente, son parti lance 2 candidats au Sénat. Et Rede Sustentabilidad, le parti de Marina qui se porte très bien dans les sondages, n'aurait pas la possibilité. Ou si elle se présente, ce n'est pas sur le ticket. Et là, mais la Rede est sur le ticket de Haddad. Donc, il y a une complication là. Maintenant, Lauro Jardim dit qu'ils ont déjà convaincu Márcio França de renoncer pour être candidat à vice-gouverneur, n'est-ce pas? Haddad cherchait une femme comme colistière, mais dans cet arrangement-là, tout indique qu'il va devoir accepter Márcio França. Bien sûr, si cette information est correcte, car celle de Lauro Jardim ne se confirme pas toujours, beaucoup de nouvelles sont vérifiées, mais d'autres ne sont que des suppositions. On le remarque parce qu'on suit les développements des histoires et on se souvient, il avait prédit telle chose et ça ne s'est pas produit. Et on se rappelle que souvent il se trompe complètement, n'est-ce pas? Pas le scoop journalistique qui est quand tu annonces une nouvelle avant tout le monde, mais un raté complet. Autrement dit, il rate complètement la cible, n'est-ce pas? Et là, ça ne marche pas. Donc, attendons aussi pour être sûr que cela va se produire. Lula dit à propos de la marche pour Jésus qu'il ne veut pas en tirer un profit politique d'une chose sacrée. Marche pour Jésus ce week-end à São Paulo. C'était immense, avec des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup d'hommes politiques étaient présents, dont Flavio Bolsonaro. Lula n'est pas venu. Mais Lula a téléphoné à l'organisateur de la marche, qui est l'évêque Estevam Hernandez, et il lui a dit « Je ne vais pas venir parce que je n'aime pas mélanger la politique avec les choses sacrées. Je ne veux pas faire de la récupération politique à la marche pour Jésus. C'est un événement de foi, non politique. » Donc, Lula a été correct, ce que Flavio Bolsonaro n'a pas été parce qu'il était là en train de faire campagne, disant que c'est une croisade du bien contre le mal, et ainsi faisant du prosélytisme politique lors d'une marche religieuse. Il a dit qu'il ne parlerait pas de politique, mais il l'a fait. Donc vraiment quel culot, n'est-ce pas? Beaucoup de politiciens d'extrême droite profitent de la marche pour Jésus, beaucoup d'entre eux. Et Lula a eu la décence de dire qu'il n'allait pas faire ça, qu'il n'est pas d'accord avec ça, et il ne le fait vraiment pas. On ne voit jamais Lula profiter de situations religieuses, n'est-ce pas, pour essayer de gagner des voix avec ça. Bien au contraire, il garde ses distances, il garde sa foi, il est catholique, n'est-ce pas, et il ne se mêle pas de la vie des autres. Enfin, l'enquête indique que Flavio Bolsonaro est responsable des droits de douane américains dans les groupes WhatsApp. Eh bien, mes amis, l'article du portail de Ricardo Mello, je vais le mettre ici dans le chat pour vous, que je n'avais pas encore mis. C'est là, ricardomelo.br, Mello avec 2 L. Vous accédez au site où vous pouvez lire les actualités du quotidien, sans jargon politique, sans jargon juridique et sans jargon économique. Cette enquête, c'est la suivante. Un suivi a été effectué dans les groupes WhatsApp par une entreprise spécialisée qui fait partie de milliers de groupes. Et il comptabilise combien de fois on a parlé du tarifatio, combien de fois on en a parlé en bien, combien de fois en mal, combien de fois on a associé Flavio Bolsonaro à cela, que ce soit en bien ou en mal. Et le résultat a été que 80% des personnes attribuent le tarifazo à Flavio Bolsonaro, c'est-à-dire qu'elles l'attribuent à la bonne personne. N'est-ce pas à celui qui a vraiment commis cet acte de nuire au Brésil, Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas? Il y a même sa petite photo ici avec Trump, il ressemble à un serveur à côté, attendant de servir Trump, n'est-ce pas? Mais enfin, 8 Brésiliens sur 10 considèrent que Flavio est responsable de l'augmentation des tarifs. Ce chiffre est incontestable. Flavio a perdu cette dispute de façon écrasante, celle qu'il présente sur les réseaux, n'est-ce pas?
Il tente de donner sa version, mais il a pris une raclée et perdu avec son mensonge. Alors regarde, va sur le site ricardomelo.br et continue de suivre les actualités en dehors des horaires où tu es ici en direct, d'accord? Les amis, voilà. Il y en a une que tu as ratée. Si tu as manqué le live sur comment construire un patrimoine après 50 ans, il y aura un replay ce dimanche, d'accord? Un replay exclusif sera disponible ici. Tu peux le regarder et apprendre car le cours est gratuit. Et tu peux suivre un cours très important d'Edouard Moreira pour t'apprendre à investir correctement et à construire un patrimoine après 50 ans. Et moi, je garde un œil sur ce cours-là. J'ai fait partie de ceux qui ont raté le premier cours. Mais la deuxième, je ne vais pas la rater, non. Je vais te laisser un message d'Edouard Moreira ici. Avant, je te dis au revoir et te remercie pour ta patience. Nous sommes là depuis 1 heure et 7 minutes à parler politique. Merci pour ton affection, ta gentillesse, le super chat et ton attention constante. Je pars, mais je reviens à tout moment avec d'autres nouvelles sur la politique, la justice et l'économie du Brésil et du monde. Une grosse accolade pour toi, hein? Ciao! Une grosse accolade? Merci les gars sympas. Récemment, j'ai eu 50 ans le 11 février. Salut tout le monde! Je voulais vraiment remercier pour tous les messages. Joyeux anniversaire! Et cette date m'a vraiment touché. Ça donne un peu cette sensation de « mince, comment vais-je profiter de cette seconde moitié de la vie ?» C'est drôle, non? Seconde moitié comme... Si on allait vivre 100 ans, on s'attend à vivre un peu moins, mais peut-être que c'est la seconde moitié, parce qu'on commence à prendre en main notre chemin et à comprendre la vie, non pas le jour où on est, mais quand on est déjà un peu plus âgé. Donc oui, la seconde moitié. Et l'une des choses qui inévitablement est venue comme une préoccupation, c'est comment j'allais commencer à m'occuper de cette question financière. À partir de maintenant, pour pouvoir avoir une bonne seconde moitié. Qui sait, peut-être même en accumulant encore un peu de patrimoine pour ensuite pouvoir juste profiter, n'est-ce pas? Profiter de ce moment que je pense que tout le monde devrait savourer dans ce dernier tiers de la vie. Et j'ai décidé de partager avec vous toutes ces réflexions dans un cours que je vais appeler « Comment construire un patrimoine à partir de 50 ans ». Vous allez pouvoir comprendre comment j'organise mes finances et comment je fais pour que cet équilibre financier se maintienne au fil des différentes villes par lesquelles je passe. La participation est gratuite et vous allez beaucoup apprendre de ce que je vais vous enseigner.